rejoignent sur le plateau. Nous sommes très contents d'être des vôtres ce matin. J'espère que vous avez bien démarré votre journée. Nous, pour notre part, on vous réserve comme d'habitude du divertissement, de l'information et bien d'autres. Le tout dans une ambiance bon enfant. N'est-ce pas, messieurs? Bonjour. Bonjour. Bon matin, week-end. Oui, merci. Pareillement. Oui. En forme, vraiment. Lorsqu'on quitte son lit, on devrait avoir du punch. Et c'est ce que j'ai. Je me dis autant. Non, ça va, tout doucement. Ça va, tout doucement. Ça commence à aller. Ça va la gorge? Derrière la gorge, on a découvert autre chose, mais ça va. D'accord. En tout cas, on te souhaite. Ne vous inquiétez pas pour moi, ça ira. Vous savez, la maladie, elle vient en un clap, mais pour la guérir, il faut attendre aussi longtemps. C'est un processus. C'est un processus. On appelle ça le processus de guérison. Je suis dans ce processus. D'accord. Prompt guérison, mon très cher Gabati. Merci, merci. Vous avez bonne mine en tout cas. Alors. Si tu le dis. Alors, au programme, que vous nous proposez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, bien ça. Si tu me permets, vas-y. Nous allons parler de la pénurie à notre introductive. Ah ouais. De la pénurie du sucre. Il y a de quoi, oui. Nous allons parler de la chaîne de solidarité autour du comédien Gabonin, Prince de Capristan, plus connu sur le prénom de Oncle Diding. Oui, c'est toujours bien d'ajouter ces détails. Le pseudo Oncle Diding dans l'Auberge du Salut. Personnage qu'il incarnait dans le célèbre, la célèbre série Auberge du Salut. L'Auberge du Salut. Nous allons parler de la fabrication du premier ordinateur Made in Gabon. Made in Gabon. La semaine dernière, nous avons vu le processus théorique. Partie, oui. Aujourd'hui, nous irons en COC, plus précisément au CIMFEP, Centre international multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel d'ENCOC. Ah super, immersion alors. Pour terminer, avec ces jeunes messieurs en face de moi, nous irons à la plaine Ayémé pour voir les déguerpis de l'IGAD, ADL, que sont-ils devenus? Très bien, le décor est planté et on démarre tout de suite sans plus tarder avec la note introductive. Il n'y a plus de sucre, pénurie, complètement. On ne peut pas dire complètement. Je suis parti la semaine dernière. C'est une pénurie qui perdure, on va dire. Oui, elle perdure depuis un bon moment. Je suis parti la semaine dernière, le week-end dernier, de Lambaréné à Libreville. Parce que j'ai passé mon petit week-end. J'ai passé mon petit week-end là-bas, le week-end de la Pentecôte. J'en ai profité. Comme vous le savez, lorsqu'on est souvent à un endroit, nous essayons de regarder ce qui va et ce qui ne va pas. Dans le Moyen-Orient, j'ai constaté. Tu as mené une petite enquête? Oui, j'ai mené une petite enquête. J'ai constaté qu'il n'y avait pas de sucre. De Lambaréné en Toum, en passant par Bifoun, en passant par Kango. Mais c'est bien que l'on regarde ces reportages. C'est un reportage qui a été réalisé en caméra cachée parce que j'avais un peu peur de la réaction des gens que j'ai interviewés. Des commerçants. Des commerçants, parce que vous savez, les gens sont souvent très frileux. Lorsqu'ils ne sont pas avertis. Et surtout, tu l'as fait mon caméra cachée. Caméra cachée, et c'était avec mon téléphone, ce n'était pas avec une caméra professionnelle. C'est mieux que l'on regarde ces reportages. Écoutez bien, parce que la qualité du son également n'est pas professionnelle. Mais c'est bien que l'on regarde ces reportages pour faire le constat de ce qui se passe dans l'arrière-pays. De ce pas, on y va pour une petite balade avec Gabin Atiga. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Est-ce que vous avez le sucre ici à Lambaréné? Non. On manquerait vraiment de sucre à Lambaréné. On a un problème au niveau de sucre par rapport au train. Comme il y a eu des déraillements de train, donc l'acheminement, c'est ce qui cause un peu le problème au niveau de Lambaréné. Mais on en trouve quand même chez certains qui ont gardé le sucre, mais le sucre en poudre. Ça coûte seulement cher à 2000 francs. Ah oui? Habituellement, le prix était à combien? Habituellement à 1000 francs. 1000 francs. C'est parti de 1000 francs à 2000. Ils ont doublé. Comme d'habitude, quand il y a pénurie, ceux qui ont les réserves, ils augmentent les prix. C'est ce que nous vivons.
Et comme nous sommes dans une structure hôtelière, imaginez-vous. Bonjour. Vous avez reçu? Non, non, Pas reçu. il n'y a plus, papa. C'est que je cherchais. C'est ce que vous recherché. Depuis combien de temps? Ça fait un mois déjà ici. Hein. Un mois et demi. Vous savez pas ce que je pense. Regarde bien. Bonjour mon ami. Il y a le sucre? Il n'y a pas le sucre? Vous savez pas là où je peux avoir le sucre? Au Carrefour. Ok, merci. Bonjour. Il y a le sucre, mon ami? Non, c'est que c'est fini. C'est fini? Il n'y a même pas un bout. Où est Isaac? J'ai trouvé le client, il m'a mis. D'accord. Ok, merci. Bonjour. On arrive. Est-ce qu'il y a le sucre? Il n'y a pas de sucre. Depuis quand? Comment les populations font? Les outils de général ne pas consacrer le boîte de lait. J'espère que ça va aller. J'espère. Mais quand c'est là, vous parlez ça, vous parlez de 900 Bonjour. Comment le sucre? Il n'y a pas de sucre. Voilà. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Depuis un moment. De retour sur le plateau, messieurs,
Cette pénurie est due à quoi, selon vous? Je préfère laisser qu'il commence, vu que c'est lui qui était sur le terrain. Moi, j'ai ma petite idée. Et puis voilà. Ben, écoutez, il y a quelques temps, le directeur général de SUCAF, la Oui. société qui fabrique le sucre, évoquait le problème, les perturbations, les différentes perturbations qu'il y a eu sur la voie Ferroviaire. sur la voie ferroviaire. Donc, cette perturbation serait liée justement à ces problèmes parce que sur les 20 000 tonnes de sucre produits par an, 80% des 20 000 tonnes sont transportées par voie ferroviaire et les 20% par voie routière. Donc, vous comprenez qu'avec l'état routier de notre pays aujourd'hui, lorsque vous partez de Franceville pour Libreville, il n'est pas toujours évident de transporter les 100%, c'est-à-dire les 20 000 tonnes par voie routière. Donc, entre autres raisons, ce serait celle-là, c'est les multiples perturbations de la voie ferroviaire. On parle aussi, à côté de cela, on parle de la rétention que fait certains commerçants. Certains commerçants auraient accumulé beaucoup de stocks et attendaient certainement cette période Pour revendre plus cher. pour le revendre plus cher. Ça, c'est entre autres les raisons que j'ai pu glaner ici et là. Oui. Et voilà, il a parlé de rétention. Je vais appeler ça la spéculation. C'est fait sciemment. C'est-à-dire, comme il a dit, il y en a qui ont des stocks importants. Ils les gardent. Dans mon quartier, par exemple, j'ai vu les commerçants. Vous arrivez, bonjour, vous avez du sucre? Oui. Je peux avoir un paquet de sucre? Non. On ne vend qu'en détail. Ils vous vendent 10 morceaux de sucre, 10, à 500 francs CFA. Donc un morceau à 50 francs. À 50 francs. 50 francs. 10 morceaux de sucre à 500 francs CFA. Combien de morceaux de sucre compte un paquet de sucre? Alors là, c'est une Je sais colle. pas, non, franchement, c'est une vraie colle. Donc si vous multipliez par le nombre de morceaux de sucre, vous voyez ce qu'ils gagnent. Ils ont au préalable mis dans les sachets 10 morceaux de sucre qu'ils vendent à 500 francs. Pourtant, il y a le sucre, mais ils vous disent qu'ils ne peuvent pas vous vendre le paquet. Donc ça, c'est la spéculation. Ils sont conscients qu'il y a pénurie, donc les stocks qu'ils ont, ils les gardent, ils les vendent en détail, augmentent le prix et ils tirent le gros lot, quoi. Moi, dans mon quartier, j'avais posé la question à l'un des commerçants une fois, qui me disait, tout cela aussi est dû, la vente en détail, là, Oui. est dû au fait que lorsqu'ils vont chez les grossistes, au marché Mumboué, on leur exige, au-delà de cartons de sucre qu'ils payent, parce que si vous venez pour l'achat d'un carton de paquet de sucre, on vous exige de payer, par exemple, un carton de Nescafé, une autre marchandise. Les grossistes exigent cela. Donc du coup, vous qui êtes venus juste pour le sucre, vous vous retrouvez en train d'acheter quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Ça ressemble à un chantage. C'est un chantage. Il y a par exemple d'autres, enfin je vais dire du sucre, qu'on ne rencontre que dans les restaurants. C'est le sucre, oui, oui. Ouais, un petit... Sous forme de petite tige là. Réglette, on va dire. Oui, voilà. réglette. On ne les retrouvait que dans les restaurants. Mais maintenant, il y en a, ça se vend un peu partout. Et ils vendent ça combien? Je sais qu'il y a 200 petites tiges comme ça dedans. Ce que j'ai trouvé chez moi... Non, je veux dire une tige, là, il la vendra. Non, ils vendent l'espèce de petit carton dans lequel il y a 200. Je ne sais plus trop combien ça se vend, ce n'est pas moi qui ai acheté, donc je ne saurais donner le coût. Mais il y a plus ça disponible que les morceaux de sucre. À quoi cela est dû? Question. Et monsieur, That is the question. Pour continuer, Oui. face à cette situation, que faire? Mais d'abord, rétablir la voie de chemin de fer, qui malheureusement, chaque Bien semaine, sûr, évidemment. lorsqu'on tend l'oreille là-bas, on n'est pas sûr que... Ouais, ça ne va pas pour s'améliorer là. Lorsqu'on tend l'oreille, il y a des accidents qui n'en finissent pas. La semaine dernière, on a vu sur Facebook et tout cela, deux wagons qui se sont rentrés de façon frontale. On a comme l'impression que rien n'est fait pour que le trafic reprenne de ce côté de la CETRA. Bon, je comprends qu'arrêter le trafic du train, ça crée un manque à gagner, ça crée même une perturbation grave pour l'économie du pays. Mais est-ce qu'on ne peut pas, une fois pour toutes, arrêter tout ça et régler le problème, le problème à la base, afin que le train circule comme il se doit? C'est-à-dire même l'uranium, le manganèse, on arrête de le transporter, on arrête tout, et puis on revoit tout le problème en entier. Mais voilà.
Au lieu de saupoudrer à chaque fois. Saupoudrer, pendant qu'on règle ici, ça c'est ça. déconne là-bas, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ça donne l'impression qu'on pose fait des dans l'amateurisme. cataplasmes. Effectivement, ouais. Ça donne l'impression qu'on pose des cataplasmes sur une jambe en bois. Voilà. Ouais. Oui, c'est une piste de solution, effectivement. Il faut tout arrêter complètement et puis trouver une solution définitive au problème de la route. Trop, c'est trop. Sinon, laissons le chemin de fer de côté, arrangeons la route. C'est tout. On vous laisse continuer le débat à la maison, mais à défaut de sucre plan B, prenez du miel, c'est encore meilleur pour la santé. Ah oui, il y a un autre plan B, vous l'avez plan B, suivi. Il y a un oui. commerçant qui a dit les populations, qu'est-ce qu'elles font? Elles payent le lait concentré, Ouais. elles en font désormais du sucre. Mais Ah ouais. voilà, il y a deux possibilités. Mhm. Le miel, le lait concentré. Le lait concentré. Très bien. Très bien, super. On continue matin week-end, cette fois-ci toujours avec Gabin Atiga. On reste avec Gabin Atiga. Oui. Tu es allé restez du avec côté moi. de Mcoc. Non, à Bangkok, je suis resté à Libreville. À Libreville, oui, Oui, pour... où j'ai rencontré Fernand Lepoko, Ah oui, très bien, oui, monsieur Fernand qui a Lepoko, créé une oui. chaîne de solidarité autour de Prince de Capistran, Mhm. que là on a failli perdre il y a quelques semaines. Oui, Au départ, ça a été difficile pour essayer de récolter des fonds, mais à la fin, ça a été un boom, ça a été une réussite. Et je tiens ici, à notre nom, au nom de Gabon Télévision, à féliciter Madame le directeur général du Sud Ovendo, qui à la fin a pris toute la partie soins, oui. toute la partie opération des Princes de Capistran. Madame le directeur général, félicitations. Si tout le monde pouvait se comporter ici, ce serait bien. Et pendant qu'on y est, vu que le prince de Capistran va nous regarder, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé l'homme pour lui dire je suis en train de débarquer chez toi avec ma caméra parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Il m'a dit, petit frère, ton initiative est bonne, mais je crois que quelqu'un t'a dévancé. Et ça a pleinement avancé. C'était Gabin. Non, non, c'était le frère Fernand, Lepoko. c'était Fernand. Ah, c'était C'est Fernand. Moi, je pense que Voilà. Fernand. je ne vais pas jouer au narcissique. Moi, je fais partie de la chaîne de solidarité parce que j'ai contribué. Et personnellement, il m'a appelé et je lui ai dit, je n'avais pas besoin de ses merci. Nous, tout ce qu'on souhaitait de lui, c'est qu'il recouvre la santé. Bien sûr, Bien bien sûr. sûr. C'est dans cet élan-là que je suis allé vers lui. Il y a quoi? Je crois que ça fait plus de 2 semaines aujourd'hui que je l'ai appelé. Il m'a dit, ah, petit frère, ton idée est bonne, mais Non, mais quelqu'un là, t'a il y a 2 dévancé. semaines, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas t'accueillir chez lui parce qu'il Voilà. n'était pas apte à parler. Oui. Ouais. C'est bien qu'on regarde Ouais, ouais, j'ai senti cet qu'il- entretien que j'ai eu avec J'ai Fernand senti Lepoko. qu'il était assez faible, Ce serait oui. bien, ce serait bien. On regarde ce Et c'est reportage. ce qu'on fait tout de suite, d'ailleurs. C'est parti. Fernand Lepoko, bonjour. Oui, bonjour. On vous a Bonjour, Gabin. pris vraiment au pied levé, comme on dit. Vous Oui. étiez en assemblée générale, là. Exactement. Vous préparez une grève. Ben non, pas exactement. On prépare des propositions qu'on va soumettre au gouvernement pour améliorer nos conditions de travail. Un statut particulier. Un statut particulier communicateurs. pour les communicateurs. Gabon Télévision, Radio Gabon. Voilà, L'IGIS. l'IGIS, AGP et ainsi de suite. Avec toi, je ne sais pas si on se tutoie ou on se voit, mais bon. On peut se tutoyer, On y a se pas de tutoie. problème, ouais. Avec toi, on parle de Prince de Capistran. Oui, Tu es à l'origine de la chaîne de solidarité qui vient de lui sauver la vie. oui. Oui, et d'ailleurs, lorsque j'initie cette chaîne de solidarité, je ne m'attendais pas à un tel engouement, en fait. Je ne m'attendais pas à ce que ça prenne autant d'ampleur. Mais bon, ce qu'on peut retenir au finish, c'est le résultat final. Mais au début, on ne vous comprenait pas. Au début, on ne me comprenait pas, parce que, tu sais, Gabin, moi j'ai toujours l'habitude de dire que sur Terre, il y a 2 types d'individus. Il y a les joueurs et il y a les supporters. Ceux qui sont sur le terrain et ceux qui sont dans les tribunes. Ceux qui marquent les buts et ceux qui applaudissent. Donc, il faut choisir et savoir, voilà, son camp, quoi. Le camp de Prince de Capistran, c'est de marquer le but, Exactement, c'est d'être sur les rampes de lumière, oui. et nous, on applaudit. Oui, bon, pas exactement. En fait, j'ai envie de positionner la chose sur l'action, ceux qui ont participé à l'action. C'est-à-dire qu'il y en a qui étaient là pour invectiver, pour dénoncer. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Voilà, ceux-là, moi, je les classe dans les tribunes. Voilà, et puis il y en a qui ont mis la main à la poche, qui ont participé, qui ont appelé, qui ont soutenu. Voilà, ceux-là, c'est ceux que j'appelle les joueurs, ceux qui marquent les buts. Prince de Capistran, ça en est sorti. Il s'en est sorti. Il s'en est sorti et d'ailleurs avec des larmes. Pas des larmes de douleur ou bien mais des larmes d'émotion, de joie. D'autant plus que la plus grande émotion, la plus forte, il l'a ressentie
lorsque la directrice générale du CHU de Vendo lui dit on va tout prendre en charge, entièrement à 100%. Et lorsqu'il reçoit le ministre de la Communication qui lui apporte son soutien, il m'a dit je n'avais jamais reçu un porte-parole du gouvernement à mon chevet. Je l'ai lu quelque part. Oui, donc il était vraiment ému, jusqu'à présent d'ailleurs. Et vraiment, je me fais un peu son porte-parole pour dire merci. Vraiment merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont participé à cette chaîne de solidarité. Vous pouvez me prêter votre téléphone? Oui. Tu peux me prêter ton téléphone? Exactement. Parce que j'ai laissé le mien. C'est pas que je n'ai pas les unitaires, mais je l'ai laissé. C'est lorsqu'on est en plein tournage. Voilà. Là, tu le déverrouilles. Je l'ai déverrouillé. Je voudrais que tu l'appelles. Okay. Prince de Capistran. Prince pour de savoir Capistran. comment il va et dire aux téléspectateurs Ouais. ce qu'il a ressenti après cette chaîne de solidarité. Exact. J'espère qu'il n'est pas couché. Ouais. Ou qu'il n'est pas parti parce que chaque matin, logiquement, il repart à l'hôpital. Pour des pansements. Pour des pansements, ouais. Ouais, il doit pas être à côté du téléphone. C'est vrai que la santé de quelqu'un, de chacun de nous, est quelque chose de privé. De quoi souffre-t-il? Prince de Capistran est une personne publique, on peut le savoir. Oui, ben, disons que en fait, là, on ne voit que quelque chose qui a été médiatisé en fait. Parce que Prince de Capistran, il souffre depuis un bon moment. Et il y a eu une période, il y a 1 ou 2 ans, il était très mal, il était vraiment très mal. Et là, il avait des problèmes cardiaques. Donc on a essayé de faire quelque chose sans vraiment lancer une chaîne de solidarité comme maintenant. Et là, il devait subir 2 interventions chirurgicales. Voilà. Et ben voilà. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, oui. Ça s'est très bien passé. Et d'ailleurs, finalement, il n'a plus subi 2, mais plutôt une seule. Une seule opération. Voilà, parce que, une en 2. Non, parce que le reste, l'autre intervention a été jugée un peu très délicate. Et de l'avis des médecins, ils ont pensé que c'était mieux de procéder autrement. Ouais, procéder autrement. On va essayer de le rappeler. Encore, oui. Maintenant, s'il vous rappelle entre-temps, dites-lui que c'était matin week-end avec Gabin et Dieudonné et Fidji. Il est difficilement joignable aussi, hein, souvent. Oui. En temps normal, Prince de Capistran, c'est pas évident. Ouais. D'ailleurs, souvent, quand j'appelle comme ça, il ne décroche pas. Il est parfois obligé de me rappeler, parfois même tard dans la nuit. Et puis, il faut dire qu'à son âge, on a quelques problèmes d'audition. Oui. Il est dans ce cas-là. Parfois, il n'entend pas bien sonner le téléphone. On va atteindre cet âge, ne t'inquiète pas. Exactement. Alors, on nous le souhaite. Maintenant qu'il est rétabli, un rôle dans l'un des futurs films de Fernand. Oui, d'ailleurs, avant qu'il ne tombe malade, là, on voulait déjà commencer le tournage d'un film. En fait, c'est un portrait de lui que je veux faire, qui s'appelle « Au royaume de Prince de Capistran ». Voilà, au royaume de Prince de Capistran. Le principal acteur, c'est lui-même. C'est lui-même. C'est lui-même, donc c'est un documentaire sur sa vie, parce que je me suis rendu compte que là j'avais fait un film sur Philippe Maury, mais après sa mort. Donc c'était pas vraiment intéressant. C'est mieux souvent de célébrer nos symboles de leur vivant. Et même nous vivants comme dit Annie-Flore. Exactement, comme dit Annie-Flore. Et donc là, on va commencer certainement le tournage au royaume de Prince de Capistran dès qu'il s'est rétabli. En dehors de ça, nous avons un autre projet de film avec lui qui s'appelle Honorable Douki, dont il a le rôle principal. C'est un long métrage, donc il joue le rôle d'un député. Voilà. Fernand, matin, week-end, te dis merci. Merci d'être passé ici pour nous parler de Prince de Capistran. C'est moi qui vous remercie. On voulait vraiment éclairer les Gabonais. Prince de Capistran va bien. Merci à tous ceux qui ont contribué.
Et merci surtout CHU Dovendo. Oui, merci vraiment au CHU Dovendo. Et puis, merci surtout à ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a surpris. Cette solidarité des gens de la diaspora, vraiment à l'autre bout du monde, on a reçu des appels, les États-Unis, l'Allemagne et tout ça. C'est formidable de voir que le Gabonais a encore ce cœur-là, ce cœur vraiment qui bat et où il est prêt encore à tendre la main et aider son compatriote. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Fernand, merci encore. Merci à vous. Plus de peur que de mal, comme Oui. on dit. Vivement qu'il se porte, bien. mieux. Sur les 2 opérations prévues, il y a une opération qui a été effectuée. L'autre opération, les médecins ont dit voir plus tard. Parce Ils ont remis à plus tard. Il faut d'abord qu'il se rétablisse. Oui, pour son âge, c'est une grosse charge de subir tout ça au même moment. Donc qu'il se rétablisse. Hé, Prince, tu me gardes le préport goal, hein? J'arrive. il veut décoller. Bon, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, le préport goal, c'est le carburant que les fusées utilisent pour aller à la Lune. Mais voilà. Et lui, il aime décoller avec son carburant, lui, bien sûr, autour d'un verre. Prompt rétablissement, Prince de Capristan, a.k.a. Oncle Diding. Didine. Didine. Plein d'autres positives. Reviens-nous vite parce que le 7e art gabonais a encore besoin de toi. Allez, bisous. C'est quoi ce bloc? On fait une petite pause? Non. Oui, transition. Une petite transition, Yes. ouais, le temps de souffler un tout petit peu. Parce qu'on allait vraiment là, Ouais, tout comme à si on avait fait. pris de propagande. Tout à fait, ouais. ça c'est très bien ça. On revient tout de suite après. On continue notre petit bout de chemin dans Matin Week-end, cette fois-ci avec toi toujours bien sûr. Oui, nous allons En immersion, en immersion. dans un des ateliers du Centre international multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel de Nkok, CIMFEP. Puisque tu l'as dit. Allons-y. On y va? On y va? Toujours sur la nationale 1? Oui. Ah oui, c'est parti. Oui, donc vous êtes en plein montage là, j'ai vu qu'on a changé le bois. Ouais. Ouais. Donc initialement on était sur le Mouvengi et vu que le premier format était légèrement grand, on a décidé pour ce format-là, vu que c'est la machine qu'on va présenter la semaine prochaine, on a décidé d'aller sur un format qui est plus réduit. Okay. Pourquoi? Parce que là vous avez une essence qui est un peu plus belle que le Mouvengi, donc le Padouk. Tout à fait. Okay. Maintenant le fait est qu'elle est plus lourde. Donc, du coup, on a été obligé de réduire légèrement le format, mais on s'est quand même rassuré qu'en réduisant, tous les composants puissent se positionner aux bons endroits. Donc là, vous avez l'alimentation qui sera quelque part ici en bas. Voilà, vous l'aurez là. Donc là, vous avez la 4 mères, elle va se positionner plus ou moins ici. Vraiment de façon toujours à avoir suffisamment d'espace pour tous les composants et tous les éléments. Il faut que ce soit aéré aussi. Non, bien sûr, bien sûr. Et vous êtes rassuré qu'en sortant le switch là de l'autre côté, pour les ports extérieurs, est-ce qu'il n'y aura pas de fissures? Oui, bien sûr. En fait, là, vraiment, on est en train de faire un ensemble d'études sur ce bois. Donc, on va faire des tests avant. Ça veut dire que quand on va commencer à faire des différentes ouvertures, si éventuellement il y a des soucis, on verra comment est-ce qu'on peut apporter des solutions. Donc ici, sur cette partie métallique-là, vous avez l'endroit où vous aurez tous les ports, donc port VGA, port USB, ici à l'arrêt. Et là devant, on va ouvrir ici. Sur le côté. Sur l'avant, parce que là, il est couché. Oui, il est couché, il doit être debout. Sur l'avant, donc, voilà, donc on va ouvrir sur l'avant de façon à aérer le tout. Ah oui. Voilà, donc on va faire une aération par ici, rajouter un ventilateur de façon à prendre l'air frais extérieur et après ventiler le tout. Et, voilà. Mais vraiment, on est en phase de test. Et au niveau de sortie d'air, est-ce qu'il y aura des trous d'aération qui permettent... Oui, ici, voilà, donc ici sur la plaque métallique, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va connecter le processeur, ici vous voyez que ce processeur-là, lui, il a sa ventilation qui est intégrée, de façon à ce que cette ventilation-là ait une sortie directe. Absolument. Voilà, donc c'est en GM après qu'on ira pour faire les découpes de la partie métallique pour avoir les différents éléments et que le tout soit... C'est parfait. On est presque au bout de nos peines. Ouais, mais vraiment là, ce qu'on a fait, c'est des découpes simples. C'est-à-dire qu'on n'a même pas encore commencé à traiter le bois. Ah oui, bien sûr. Donc, une fois qu'on fait le ponçage et qu'on fait et qu'on met le vernis dessus, ça va être juste magnifique. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va être bon. Bon.
Okay. On est à jour J-5, 6, donc je pense que ce sera au point. Oui, vraiment, on est en train de s'activer, on s'active au maximum de façon à non seulement finir ça et après travailler sur l'écran parce que comme pour le premier prototype, on n'avait que l'unité centrale. Pour celui-là, on veut vraiment avoir les deux, donc et l'unité centrale et l'écran. Donc on est vraiment dedans et puis avec les équipes, ça se passe très bien. Et le clavier, on avait aussi... Et sur le clavier, oui, donc le clavier et la souris, mais pour un problème de temps, peut-être qu'on va commencer avec l'UC et l'écran et éventuellement voir comment est-ce qu'on peut attaquer. Mais vraiment, ça se passe bien avec les équipes, c'est OK. Il y a les stagiaires qui travaillent avec nous, il y a M. Chouasseux qui est là, qui nous épaule dans un ensemble de choses. Et voilà, on va aller encore un peu plus vite. Et donc, M. Chouasseux, le Mouvengi, là, qu'on avait préalablement pris au niveau de la malléabilité du matériau, c'était bien, pourtant. Qu'est-ce qui a un peu bloqué alors? Bon, comme il a précisé tout à l'heure, avec le Mouvengi est plus léger que le Paddock. Mais le Paddock, comme ils ont réduit les dimensions, le Paddock, lorsque le Paddock est bien travaillé, c'est plus beau que le Mouvengi. Donc, c'est pour ça qu'on a tablé notre choix sur le Paddock. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Bon, voilà. De toutes les façons, il faudra qu'on arrive à un moment donné. Bon, là, on est sur de l'expérimentation. On verra quelle est l'essence qui sied le mieux. Parce qu'il faut en même temps que l'essence soit suffisamment malléable, durable. Il faut qu'il soit aussi léger parce qu'il ne faut pas qu'on ait un ordinateur qui soit trop lourd aussi déjà que les composants avec les radiateurs et autres. Tout à fait. C'est pour dire que le Mouvengi, en fait, ça va être l'essence de base, vraiment pour toutes les machines grand marché, grand public. Et quand on va commencer à rentrer dans des standards un peu plus élevés, voilà, parce que ce bois il coûte plus cher que l'autre. Du coup, en fait, on va éventuellement proposer des machines avec du Paddock, pourquoi pas du Kevazingo, en fonction du client. Et éventuellement, si on prend un bois qui est plus cher, et le coût, les gens vont monter. Mais vraiment, on va proposer aux gens la possibilité de choisir leur essence. De façon à ce que s'il choisit le Paddock, qu'il ait le prix à chaque fois. Donc il prend l'essence. Il pourra même aussi choisir les éléments de performance, donc tels que le processeur qu'il veut dedans, la RAM qu'il veut dedans. Les caractéristiques. De façon vraiment à avoir quelque chose de spécifique, de personnalisé. Il faut vraiment que les gens eux-mêmes choisissent ce qu'ils veulent et qu'ils voient le prix que ça fait à chaque fois. Voilà. C'est parfait. Parfait. Merci déjà. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est donc ici la première partie de cet ordinateur fabriqué ici au Gabon, du moins la partie bois. Justement, le CIFEF de Corps en partenariat avec l'établissement... Vous pouvez enlever cette bavette. Justement, le CIFEF de Corps en partenariat avec l'établissement Civesco a mis sur pied la première fabrication d'ordinateurs made in Gabon en bois. Donc, étant responsable de la section menuiserie, je m'occupe de la partie bois. Et pour l'instant, nous allons commencer à réaliser l'unité centrale. Donc, pour cette unité centrale, je m'occupe particulièrement de la partie bois. Et pour cette étape, nous devions suivre étape par étape. Il y a combien d'étapes? Vous parlez d'étapes? Oui. Ici, c'est la première. Ici, c'est la première étape. Ici, vous faites quoi? La coupe? Ici, c'est la coupe et le délignage. Et c'est cette la coupe du produit brut. Du produit brut. On peut dire que le bois, il est brut, là. Oui, le bois est brut. On commence d'abord par faire la découpe et le délignage sur cette machine. Et cette machine est appelée scie circulaire. C'est la première étape lors de la fabrication de la partie bois. Maintenant, après, ça va suivre d'autres étapes. Donc là, je viens de faire la première étape, qui est la découpe sur cette machine. Et nous allons donc continuer sur une autre machine qu'on appelle des gauchisseuses. Et au fur et à mesure. On vous suit. Il y a combien d'étapes en tout? En fait, il y a 5 étapes.
Donc là, nous continuons sur la deuxième étape au niveau de la dégauchisseuse. On vous suit. Comme j'ai précisé tout à l'heure, ici nous sommes au niveau de la deuxième étape. Et cette deuxième étape se fait sur une machine appelée dégauchisseuse. La particularité de cette machine, c'est de dresser et dégaucher deux surfaces de bois, la surface plane et la surface du champ. Vous parlez de dresser, c'est-à-dire? Dresser, c'est quand le bois arrive, il est un peu... Oui, quand le bois arrive, quand le bois est brut, le bois n'a pas une forme droite. Pas une forme Donc, linéaire. Une forme linéaire. Donc, sur cette machine, qu'on retrouve la surface plane de la pièce de deux côtés. Donc, pour que entre les deux côtés, nous avons un angle droit. Ça, Essayez de le démontrer aux téléspectateurs. Moi, je remets ma bavette, le temps que vous... Justement. Donc, comme j'ai parlé de surface plane, c'est cette surface. Donc, on commence d'abord par la surface plane de la pièce. C'est la première étape sur cette machine. Et la deuxième, c'est le champ. Et après ces deux passages, la surface plane et le champ, on obtient un angle droit entre les deux surfaces. C'est un 90 degrés là. 90 degrés entre les deux surfaces. Donc ça, c'est le rôle de cette machine. D'accord. Elle est donc appelée dégauchisseuse. Ben ouais. Ça vient de changer là. Oui, donc vous voyez la couleur du bois a changé, la beauté. C'est devenu plus propre. C'est devenu plus propre. Ouais. La prochaine étape? La prochaine étape, c'est au niveau de la raboteuse. C'est plus devant. On y va. Okay. Ici, nous sommes au niveau de la troisième étape de la fabrication. Nous sommes là au niveau de la machine appelée la raboteuse. Celle-là, on connaît. Raboteuse, elle rabote le bois. Elle rabote le bois. Pour le rendre plus lisse. Pour le rendre plus lisse et pour que le bois soit à l'équerre. Donc, nous allons donc démarrer la machine. On va raboter jusqu'à 15 d'épaisseur.
tout à l'heure que vous rabotez jusqu'à 15 mm d'épaisseur. d'épaisseur. C'est-à-dire, il faut le réduire au minimum. Au minimum à 15 mm par rapport à la pièce que nous avons besoin. Nous ne sommes pas partis au terme, oui, jusqu'à 15. Nous sommes à 25. À 25. Oui. Comment vous le savez? Il y a un vernier sur la machine qui oui. permet de... Oui. Vous voyez là, nous sommes à 25. Oui. Ah, d'accord. Donc, on n'a pas encore atteint les 15 mm. Tout est automatisé ici. Oui, à l'époque, dans nos menuiseries, le rabotage s'était fait à la main. À la main. Et à chaque fois, il faut prendre le mètre pour pouvoir vérifier. Mesurer. Ici, on n'a pas besoin de... Tout est automatique. Oui, tout est là. Nous avons un vernier qui contrôle l'épaisseur de la pièce quand vous rabotez. La prochaine étape. La prochaine étape, nous devions rentrer encore au niveau de la scie circulaire. On répare. Maintenant, pour déligner On et répare. avoir la dimension. On répare. À la scie circulaire. On y va. Justement, après avoir traversé l'étape du rabotage, nous retournons encore sur la scie circulaire pour faire le délignage. Le délignage et la découpe. Cette opération consiste à avoir les pièces aux dimensions réelles. Donc, c'est ce que je vais procéder pour l'instant. Je vais d'abord commencer par déligner et après, je vais découper. Et toujours comme des autres machines, toutes les machines comportent des verniers, donc on n'a pas besoin de mesurer. Pour déligner, il y a un guide qui comporte un vernier dont les dimensions sont directement là-dessus. Vous repérez et vous délignez. Également pour la découpe, il y a un guide qui comporte aussi des verniers. Vous réglez, vous découpez. Donc je vais commencer par le délignage. La machine, j'ai déjà réglé à 14, à 140 mm. Donc je vais déligner. Les téléspectateurs vous regardent. Oui. J'ai ainsi terminé avec le délignage et la découpe des pièces. Là, actuellement, j'ai les dimensions précises de la pièce qui doit être montée sur le dispositif afin de recevoir les autres éléments pour l'unité centrale. On termine par là-bas alors? On va, comme la pièce est déjà aux dimensions finies, nous allons donc aller poncer avant de procéder au montage. Bon, l'étape du ponçage, on imagine. C'est le rendre encore un peu plus propre. Oui. On peut sauter cette étape. On va se retrouver directement au montage de la machine. Quand vous voulez, on peut sauter l'étape. Oui. Sinon, en passant, vous pouvez nous la montrer. Oui, je peux quand même vous présenter la machine de ponçage. Oui. Ça, c'est le papier... Ça, c'est le papier abrasif pour la bande abrasive. Il a un autre terme là au quartier. Papier de verre. Papier de verre, oui. C'est celui-là. Mais celui-là, il a l'air plus professionnel. Oui, ça c'est la bande abrasive. Ça, c'est pour monter sur les machines. Sinon, il y a des papiers aussi simples qu'on utilise à la main. Tout à fait. Mais celle-ci, c'est une bande. Donc, la machine en question, c'est la ponceuse à bande. D'où le nom, papier à bande. Donc, vous mettez le bois en dessous? Oui, on met le bois en dessous. Et le bois va sous une butée. Puisque c'est une machine, lorsque la bande tourne, si le bois n'est pas sous une butée, ça va propulser le bois. Ouais, ça peut le balancer. Oui, ça va propulser le bois. Donc le bois doit être sous une butée. Quand vous poncez, vous démarrez la machine, vous poncez, ça rend vraiment la surface parfaite. Et lorsque vous constatez que la surface est bien poncée, on peut donc procéder au niveau du montage actuellement. Toutes ces étapes-là peuvent prendre combien de temps?
Bon, pour une machine. Pour une machine. Pour une machine, comme j'ai dit Pour tantôt. un ordinateur. Pour un ordinateur. Pour toutes ces étapes, là j'ai dénombré 4 machines. Pour toutes ces étapes, 5. Pour un ordinateur, 5 machines. Pour toutes ces étapes, pour une unité centrale, moi technicien, je peux débiter toutes ces pièces en moins de 30 minutes. Donc par jour, vous pouvez fabriquer... vous travaillez 8 heures? Oui, on travaille 8 heures de temps. Vous faites 8 heures divisé par 30 minutes. Ça fait 16 machines Oui. à fabriquer. Merci, monsieur le directeur général, pour les calculs. Ça fait 16. On va terminer par le montage. Par le montage. Après avoir terminé avec la découpe des pièces, nous passons maintenant à la phase de montage. Et pour cette étape, nous mettons en contribution les stagiaires de la filière menuiserie et bénisterie qui vont ensemble, sous le contrôle des ingénieurs de Cyber School, procéder au montage. Je vais ainsi passer la parole à l'un des stagiaires qui a participé au processus de montage de la pièce. Okay. Bon, je vous remercie, monsieur. Bon, voici le prototype que nous avons commencé à travailler. Donc, nous avons fait des supports en bois et inséré une plaque métallique. Nous avons serré le tout avec les serre-joints à bois, donc pour, n'est-ce pas, avoir l'équerrage et la forme qu'il faut. Donc, ma collègue va vous montrer en effet que l'équerrage est vraiment parfait. Parce que vraiment là, nous sommes dans un travail de précision et nous devons vraiment mettre le paquet. Donc, elle va essayer de vous montrer l'équerrage, comment ça se passe. Et essayer d'avoir la droiture, les angles, pour, n'est-ce pas, avoir un rendu assez beau et une finition optimale. Soulève le quai. Donc, vous pouvez voir que nous avons vraiment les angles vraiment assez droits. Ok. Donc, c'est un peu ça. Donc, après avoir vérifié par les stagiaires que les pièces doivent être montées à l'équerre, maintenant, les ingénieurs de Cyber School vont continuer le processus en atelier de fabrication mécanique. Et donc, c'est ici qu'on réalise toutes les pièces métalliques donc, que vous avez là. Donc, ici, par exemple, vous avez la pièce arrière de l'unité centrale. Et pour pouvoir réaliser ces pièces, nous utilisons l'aluminium 3 mm. Okay, donc, on prend tous les modèles 3D que nous avons montés, donc du moins toutes les cotations qu'on apporte ici et qu'on présente aux responsables de l'atelier avec qui on se synchronise sur les différentes dimensions, si tout est OK, si on a respecté les cotations sur lesquelles on s'était fixé. Et après cette synchronisation, on va le dire comme ça, on procède aux différentes découpes. Et donc là, je vais lui laisser le soin de présenter les différentes machines avec lesquelles on fait les découpes. Très bien, merci chers collègues. Alors, pour la découpe, nous partons d'abord d'un dessin de définition, donc d'un plan, ou sur ordinateur, sur machine, donc un plan, de différentes formes qui présentent les formes de la pièce à découper. Et évidemment, pour la découpe, nous servons notre plateau technique. Donc, premièrement, nous allons utiliser la guillotine, une machine, que nous allons allumer, régler la pression de découpe et ensuite calibrer les différents lignages de découpe et ensuite actionner sur la pédale pour réaliser la découpe. Donc, la pédale en jaune, voilà, c'est elle qui sert d'actionneur pour réaliser notre découpe. Après avoir réalisé la découpe, nous nous référons toujours au dessin de définition qui nous oriente vers une autre machine que l'on appelle plieuse. Et c'est la machine juste à côté de nous. Voilà, cette plieuse, elle est ici. Alors, elle est composée de ce pupitre, donc de cette interface que vous voyez, avec levé de pliage et des outils de pliage.
Donc, lorsqu'on actionne, on positionne notre pièce à plier, on actionne sur la pédale, on règle la pression de pliage et la machine nous donne la forme que vous voyez. Vous voyez que nous avons plié ici la tôle à 90 degrés. C'est ce que nous indique notre dessin de définition et nous venons l'appliquer directement sur la machine plieuse. Voilà. Alors, il y a deux possibilités. Maintenant, pour les formes intérieures, vous voyez à l'intérieur, il y a des formes réduites, des formes arrondies, carrées et autres. Là, nous avons le choix entre la poinçonneuse et la fraiseuse. Donc, nous allons d'abord faire un tour vers la poinçonneuse. Alors, cette machine est une poinçonneuse qui a des outils à poinçonner. Donc, ces outils-là, en fonction des formes qui sont là, on accroche des gabarits. On approche les gabarits. Donc, si nous avons un trou à faire, on accroche à l'intérieur, on monte un outil circulaire. Et lorsque on appuie sur l'actionneur va perforer la tôle. Et ça nous laisse l'empreinte dont on a eu besoin. Et ainsi de suite, même procédure pour toutes les formes que vous voyez. Voilà. Donc, nous avons ici des poinçons à l'intérieur qui ont ces formes. Donc, au lieu de perdre du temps, dès qu'on a calibré, on a monté l'outil, dès qu'on actionne, l'outil vient creuser la forme qui se trouve dessinée là sur notre éprouvette. Voilà. Et ensuite, on a la forme. D'accord. Donc, première possibilité. Juste en termes d'ajout, dire que les formes qui sont là, en fait, ce sont des ports USB. Donc, sur votre unité centrale, sur la plaque arrière, il vous faut avoir des endroits où vous allez pouvoir brancher port USB, port RJ45 et éventuellement les ports mini jack. Donc, pour pouvoir créer tous ces ports-là, voilà, on va travailler soit avec cette machine ou pouvoir le faire aussi avec la fraiseuse. La fraiseuse. Voilà, et là, parfait. nous allons, la deuxième possibilité, c'est la fraiseuse. Souvent, lorsque nous sommes en cours de poinçon, avec des dimensions préalablement établies, nous allons sur des machines-outils. Et nous allons nous diriger vers la fraiseuse. Alors, nous sommes devant une fraiseuse, machine-outil, surtout à usiner des pièces prismatiques. Prismatiques, forme d'un prisme. Alors, ici, elle est en cours de fonctionnement. Cette machine va travailler en profil. Elle va, avec les outils qu'on va monter, faire du contournage. Bien sûr, avec l'aide de l'opérateur qui sera là-dessus. Donc, cette pièce est montée dessus. Et nous allons, par rapport aux spécifications dimensionnelles que nous traduit notre dessin de définition, choisir des outils adéquats pour pouvoir redonner les mêmes formes, mais dans le cadre du contournage. On va faire des contournages et ces contournages vont donner des formes comme comme la poinçonneuse donnerait. Voilà, donc nous avons ce qu'il faut dire un atelier hyper équipé pour répondre à ces différentes sollicitations. C'est pour cela que nos amis de Cyber School nous ont contactés pour essayer de mettre quelque chose à l'édification de cet ouvrage. Tout à fait. Et donc après cette étape de création des ouvertures sur la plaque arrière, okay, on va commencer avec la partie viscérée. Okay, donc il faudra bien sûr après pouvoir lier cette plaque-là aux plaques de bois et donc il faut qu'on prévoit de la viscérer dessus de façon à pouvoir assembler le tout. Donc on va aller, monsieur Raphaël, vers l'appareil pour la viscérer. Voilà. Alors, pour attendre, on va chercher les forêts. On va chercher les forêts. Bon, non, on va prendre les autres forêts. Non, c'est bon. On ne va pas le faire. On va juste présenter. Ok, d'accord. Ok. Maintenant, pour la viscérie, le processus est le suivant. Nous prenons cette tôle, cette plaque de référence, que nous allons monter sur du bois, préalablement déjà usiné.
Et nous allons, à partir des repérages que nous aurons fait, commencer à percer, faire des perçages. Donc, des perçages et sur la tôle et sur le bois qui va recevoir cette tôle. Tout à fait. Et ensuite, nous allons incorporer dans le bois des vis pré-usinées. On met des contre-vis. On met des contre-vis dans le bois de telle sorte que lorsqu'on viendra appliquer la visserie sur les vis de serrage pour joindre le bois à notre aluminium, qu'il n'y ait pas d'extraction lors des mouvements. Donc, les vis pré-usinées vont demeurer dans le bois. Et ces vis pré-usinées sont des écrous qui portent des filetages. Et lorsque nous allons venir faire notre pose de cette plaque sur du bois, il n'y aura plus d'extraction, quel que soit le mouvement que vous êtes en train de vous allez exercer. Mais il faut dire que ces vis sont fabriquées directement, ne seront pas achetées ailleurs. Ces vis sont directement fabriquées dans cet atelier et avec des spécifications ISO, parce que nous travaillons sur la norme ISO. Tout à fait. Ces vis peuvent être utilisées ici au Gabon, en Afrique ou partout ailleurs. Nous travaillons sur la norme ISO. Et alors nous avons fait une invention d'implantation dans des vis pré-usinées dans du bois pour faciliter les assemblages. Donc c'est la solution qu'on a proposée. Et lorsqu'on a fait des essais, vraiment ça c'est... Avec les rivets. Avec des rivets. Et là, nous sommes, merci chers collègues, puisque nous sommes dans le domaine de l'assemblage. Bon, il y a beaucoup de possibilités. On peut utiliser aussi des rivets dans l'assemblage. Des rivets, l'inconvénient, c'est que lorsqu'on veut monter, il faut détruire. Tout à fait. Et là, si on détruit, on peut toujours affecter le bois. Et vous voyez, ça peut avoir des problèmes au niveau du montage ou du remontage. Tout à fait. L'objectif, c'est que nous devons démonter à chaque fois pour les maintenances. Donc, on a jugé pour prendre l'option de contre-vis pour faciliter nos montages et aussi pour la beauté de la chose. Tout à fait. Tout à fait. Et donc là, nous sommes au terme de la partie génie mécanique. Donc ici, ce qu'on fait, c'est vraiment construire toutes les pièces métalliques qui vont pouvoir s'imbriquer avec le bois. Donc pour imbriquer ces pièces-là, vous avez toute la partie visserie. Donc toutes ces vis aussi sont fabriquées ici au CIMFEB, voilà, de façon à fabriquer un maximum de pièces qui nous aident en vrai à pouvoir réduire les coûts de fabrication de notre PC. Donc après, nous avons une dernière étape qui est l'étape montage et démontage qui va permettre en fait à cette filière-là de pouvoir assembler toutes les pièces électroniques. Donc là, j'entends par pièce la carte mère, le processeur, etc., etc. Et il faut dire qu'au niveau de cet atelier, il y a un ensemble de pièces qui sont créées sur place et il y a des pièces éventuellement qu'on va commander auprès de nos fournisseurs, que ce soit en France, que ce soit en Chine, voilà, de façon toujours à pouvoir minimiser les coûts. Et donc nous sommes plus dans une procédure où nous sommes en train de trouver le moyen de fabriquer un ensemble de pièces essentielles, voilà, de façon à réduire au maximum vraiment les coûts de fabrication et donc par ricochet les coûts de vente de notre machine Made in Gabon. Merci. Monsieur le directeur général, on vient de faire une visite guidée avec vos équipes et celle de Cyber School. Jusqu'où comptez-vous aller? Est-ce que vous allez en fabriquer en quantité industrielle, comme on dit communément? En quantité industrielle, peut-être pas. On n'a pas la prétention d'être aujourd'hui des grands industriels. Non, ce que nous voulons dans un premier temps à travers ce projet, c'est montrer dans un premier temps, montrer aux jeunes qu'ils sont capables de faire quelque chose. Ils sont capables de créer et que la posture de consommateur n'est pas une posture digne. Nous sommes en capacité, nous avons une tête, nous avons un cœur, nous avons en fait tous les membres, tout ce qu'il faut pour être aussi des créateurs comme les grands créateurs de ce monde. Un ordinateur, voilà, c'est extraordinaire, hein, c'est vraiment extraordinaire. Mais ça reste accessible. Donc ça veut dire que n'importe qui peut faire n'importe quoi. D'accord ? Nous sommes un institut de formation. Nous devons donc tout faire pour que les enfants qui sont extraordinaires, parce que ça aussi il faut le dire, nos jeunes sont
voilà, il faut que le potentiel qu'ils ont en eux ressorte. Voilà, il faut leur montrer des choses comme ça pour dire qu'ils sont capables de réaliser des choses et donc qu'ils ne se négligent pas. Et un autre message, c'est qu'il faudrait que les pouvoirs publics sachent aussi que ces jeunes sont extraordinaires et qu'il faut les accompagner, il suffit simplement de les accompagner pour qu'un certain nombre de choses soient réalisées. Voilà. Donc nous sommes en capacité de produire. Nous voulons aussi attirer l'attention des opérateurs économiques parce que les systèmes de production, parce que nous sommes ici dans un établissement de formation professionnelle, et donc les questions du génie, que ce soit énergétique ou du génie mécanique, nous pouvons les aborder en sans complexe, je vais dire, et donc nous pouvons contribuer au développement de leur système de production. De façon simple, que voulez-vous dire? Je voudrais dire que nous sommes là, une usine potentielle qui peut trouver des solutions aux différentes problématiques qui sont posées aussi bien dans le système industriel que dans la vie sociale en général. Je peux amener mon véhicule qui a un problème mécanique ici? Oui, mais ça nous le faisons depuis longtemps, c'est même pas, c'est rien du tout ça. Je voulais dire, une entreprise peut amener son parc automobile ici pour être réparé? Absolument, absolument. Vous avez vu nos pour le ateliers, cas des véhicules. Vous avez vu nos ateliers d'ingénierie de la maintenance automobile. Vous voyez nos ateliers de fabrication mécanique. Donc, vous voyez nos formateurs, comment ils sont. Donc, on est en capacité de résoudre tous ces petits problèmes. Voilà. Avec vos amis de Cyber School, vous vous êtes entendu sur le coût, l'achat, le prix d'achat de cet ordinateur, si jamais on arrive à le mettre sur le marché? Bon, nous n'en sommes pas encore là. On va réfléchir, on verra déjà quel écho ça fera, parce que notre premier objectif, comme je vous ai dit, c'est celui de susciter l'engouement chez les jeunes. C'est celui de leur donner le courage de créer, d'aller au-delà de leurs capacités. Maintenant, plus tard, on verra comment, effectivement, capitaliser ces efforts-là pour les monnayer. Voilà. Mais ce n'est pas ça notre objectif premier. Monsieur le directeur général, Matin au week-end vous dit merci. Merci encore de nous avoir reçus ici, comme l'autre fois avec Dieudonné Kumba, votre homonyme, lorsque nous étions dans cette école pour personnel navigant commercial. Oui, oui, c'est nous qui vous remercions parce que vous nous donnez là l'occasion de faire connaître cet établissement, ce nouvel établissement qui rentre dans le cadre de la réforme de notre système de formation professionnelle et donc qui devrait toucher tous les Gabonais. Et d'ailleurs, à l'occasion de nos journées portes ouvertes, nous espérons que... C'est pour quand? Dites-le. C'est pour les 8, les 9 et les 10 juin, là. Dites-le la semaine prochaine. Dites aux téléspectateurs. Voilà. Donc nous vous attendons, mais vraiment nombreux, que ce soit les jeunes qui sont scolarisés ou non scolarisés, que ce soit les parents qui ont une décision prépondérante sur les projets de formation de leurs jeunes, que ce soit les entreprises. Voilà, venez nombreux découvrir notre établissement à l'occasion de ces journées portes ouvertes. Ce sera le 8 et le 9 juin prochain. 8-9 juin prochain. Monsieur le directeur général, merci encore. C'est moi qui vous remercie. Bonjour. Bonjour, monsieur Atiga. La semaine dernière, nous avons suivi le processus de la fabrication de cet ordinateur Made in Gabon. Très bien. Le processus d'abord en 3D et l'assemblage au centre de formation multisectorielle d'Engok. Oui. À l'origine, c'est vous. Vous savez, monsieur Atiga, j'ai eu le privilège d'être invité par la direction générale d'Engok, la direction générale du centre de formation dénommé SIMFEP. Et mon équipe et moi, on a été invités, on a vu des installations, mais vraiment de dernière génération. J'avais l'impression, moi, de me retrouver à Renault. Vous savez, je travaille à Renault, je dirige des équipes de plus de 200 personnes et on fabrique des véhicules. Et donc, quand j'arrive dans ce centre, je me rends compte que les étudiants, les élèves ont un privilège énorme. Ils ont tout. Je pense que l'État, vraiment, il faut les féliciter, chapeau pour ce qu'ils ont fait au niveau du SIMFEP. Et donc, il m'est venu l'idée justement de les challenger. Donc, challenger mes ingénieurs qui sont en Cyber School et les techniciens qui sont au SIMFEP. Et je leur ai proposé de qu'on monte ensemble un ordinateur Made in Gabon qui va, d'une part, être fabriqué par le bois, par tout ce qui est acier, du plastique et tout ce qui peut être réalisable par le SIMFEP et Cyber School. Et donc, c'est comme ça que ce challenge a été lancé il y a environ 6 mois. Et ils vous ont expliqué le processus, je pense, de développement de tout ça. Et aujourd'hui, nous sommes fiers, effectivement, de voir que cet ordinateur est sorti. Ça a pris combien de temps pour être monté? Alors, donc, en réalité, le processus a duré 6 mois, tout le processus en lui-même. Donc, 2 mois pour faire tout ce qui est études et développement.
Donc on a réalisé tout ce qui est montage 3D, identifier toutes les essences de bois qu'il fallait choisir, voir la résistance, est-ce que le bois ça tient ou ça ne tient pas, parce que c'était un challenge, c'est une première. Et donc du coup, après avoir réalisé toutes ces études, au bout de 2 mois à peu près, on a commencé à faire le maquettage, parce qu'il fallait aussi qu'on sorte toutes les dimensions nécessaires pour que les machines qui sont de SimFep fassent la découpe. Et donc quand ils ont fini cette étape, ils sont allés voir nos techniciens de SimFep et ils ont réalisé toutes les découpes nécessaires, l'acier, le bois et d'autres composants qui ont été réalisés. Donc cette étape a duré aussi à peu près 2 à 3 mois et l'assemblage a duré environ 1 mois. Vous voyez, à chaque fois, je ne fais que le tenir. Oui. Avez-vous vraiment respecté la norme internationale? Toutes les normes internationales sont respectées parce que pour arriver là, je vous dis qu'on a fait des études, on a tout modélisé en 3D, on a regardé l'existant, ce que font les concurrents HP, Dell, etc. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'aujourd'hui, aucun constructeur n'est capable de vous fabriquer tous les composants d'un ordinateur. Ça n'existe absolument pas. Un peu comme la fabrication des avions. Comme la fabrication des avions, comme les véhicules. Vous savez, nous, à Renault, on construit un véhicule, c'est à peu près 30 000 pièces. Et dans les 30 000 pièces, on a à peu près 1500 fournisseurs qui nous donnent ces 30 000 pièces. Et je faisais en conférence de presse un petit exemple. Un ordinateur, il faut à peu près 70 composants. Et pour les 70 composants, dans notre étude, on a réalisé que pour juste de ce qui est processeur, qui est fabriqué par Intel, on a à peu près, ils nous ont dit, ils ont 400 hectares, ce qui correspond à peu près à 520 terrains de football. Et donc, si on associe tous les composants, si on associe toutes les usines fabriquées par ces gens, on est autour de 1,5 fois la surface de Libreville. Ah ouais. Donc, aucun constructeur ne peut le faire. Donc, ce qu'ils font aujourd'hui, HP, Dell et même IBM, qui avait commencé la fabrication de tout, c'est de fabriquer un ensemble de choses et le reste, tout ce qui est disque dur, tout ce qui est processeur, c'est fait par des gens par des entreprises spécialisées. Et aujourd'hui, vous avez cette machine qui est sortie. Il y a un ensemble de choses qui ont été faites et on va même déposer les brevets parce qu'on a fait des découvertes justement dans cette machine. Jusqu'où comptez-vous aller? Écoutez, moi… Ça, c'est un prototype? Ça, c'est un prototype. Il n'y a eu qu'un seul? Pour l'instant, c'est le prototype. Oui. Alors, par il faut mois, comprendre, combien devrez-vous en fabriquer? Par an, combien devrez-vous en fabriquer? Il faut déjà comprendre que ce prototype avait pour but déjà de briser ce mur de verre qui consiste à penser que les Africains doivent être des consommateurs tout le temps. Moi, j'ai le privilège de travailler dans l'industrie et de voir que parfois, il faut peu pour pouvoir se lancer. Et donc, on a brisé en fait ce mur auprès des jeunes qui, déjà au début, ne pensaient pas que c'était faisable. Et quand ils se sont lancés dans la chose, ils ont vu que c'était possible, aujourd'hui, ils sont capables de vous le réaliser en très peu de jours. Aujourd'hui, en fait, on a déjà le processus de fabrication de la machine et on estime qu'à partir de septembre, on pourrait avoir de plus grosses commandes. On peut aller jusqu'à même 100 000 ordinateurs par an. Qui visez-vous? Les élèves, l'administration? On vise tout le monde, toute personne. N'oubliez pas, notre objectif, c'est de créer 10 000 emplois dans le domaine du numérique. Qui dit numérique, il y a quelques temps, vous parlez des développeurs. Où en êtes-vous? Je vais faire du coq à l'âne. Nous y sommes, on continue de travailler. Justement, on a lancé le programme African Digital Booster. Et vous avez vu, la semaine dernière, on a formé près de 750 jeunes dans le développement des sites web, dans tout ce qui est infographie. Et on a justement fait la présentation de l'ordinateur qui a vu la participation de plus de 1500 personnes à l'ENSET au niveau de Libreville. Donc, officiellement, à partir de septembre, on aura non seulement des ordinateurs qui seront fabriqués et vendus, mais également on lancera officiellement la première cohorte des personnes qui vont se lancer dans ce programme African Digital Booster. Et je tiens aussi à rappeler aux États francophones qu'il nous reste à peu près 7 ans. 7 ans pour changer l'alternative au pétrole. Pour une alternative au pétrole. Comme on vous l'a expliqué la dernière fois, l'Union européenne a pris une décision très importante. En 2035, on ne fabrique plus de véhicules qui utilisent du carburant, donc du pétrole, le kérosène. C'est en Europe, c'est pas ici. Non, mais est-ce que c'est réaliste? Ça va influencer nos pays. C'est nous qui produisons du pétrole. Et donc tous ces pays qui produisent du pétrole vont malheureusement se retrouver dans une situation assez complexe. Quand je parle de consommer, c'est nous qui achetons leurs véhicules. On achète leurs véhicules et on produit du pétrole. Le baril du pétrole aujourd'hui tourne à peu près entre 70 et 80 $, grâce à la guerre en Ukraine, il faut le préciser. Après la guerre, on retournera autour de 50 $. Et moi, je vous le dis, en 2030, parce que l'Union européenne, c'est 35, mais la France, c'est 2030. Donc, tous les pays qui vendent du pétrole vers l'Europe, à partir de 2030, vont commencer à avoir des problèmes. Et je pense que le prix du baril du pétrole peut chuter à 20, voire 10 $. Revenons à ce sujet, l'ordinateur. Oui. Qui visez-vous? On vise tout le monde. Quel potentiel clientèle? Déjà,
même la question, en réalité, le sens de votre question montre que l'ordinateur est réservé à une catégorie de personnes. Non. L'ordinateur doit être. Ce n'est pas dans ce sens que j'ai posé la question. Est-ce que c'est pour l'administration? Est-ce que c'est pour les étudiants? C'est pour tout le monde. Les élèves, les étudiants, les entrepreneurs, toute personne qui veut se connecter dans le numérique. Est-ce que l'administration gabonaise était présente? L'administration gabonaise, elle a été présente. Oui. Donc justement, je remercie l'administration qui nous accompagne aussi, il faut le dire. Déjà, le centre de formation multisectoriel NOCOC, c'est une idée du président de la République. Donc, il faut le féliciter pour tout ce qu'il a mis en place parce que c'est grâce à ça que la machine existe. Moi, j'avais une simple idée. Mes ingénieurs ont fait la conception, mais s'il n'y avait pas ce centre, on n'aurait jamais réussi. Donc, pour moi, l'État a déjà participé à la conception de ce ordinateur. C'est plus vers ce que Matin Week-end vous dit merci. Très bientôt. Merci à vous. Vous avez peut-être un mot à dire? Je sais pas. Bah, écoutez, ce que je peux dire, c'est que j'encourage la jeunesse africaine, pas juste gabonaise, à avoir ce déclic, à changer de mindset. Parce qu'on ne peut pas continuer d'être une population qui consomme. On doit être une population qui est active et qui produit, qui fabrique. Aujourd'hui, c'est un ordinateur, demain, c'est autre chose. Vous allez voir les innovations qui vont arriver l'année prochaine dans cet ordinateur, qui s'adaptent aux réalités locales. On doit être capable de consommer local. Et je finis aussi en disant que sur le plan écologique, donc l'empreinte écologique de cet ordinateur est beaucoup plus est bonne par rapport à ce qui se fait avec la politique actuelle sur l'environnement. Vous avez tout compris. Donc le fait de prendre un ordinateur qui vient de l'étranger, qui arrive ici, tout ce qui est carbone, le transport, etc., on ne l'a pas. On a notre bois qui est ici et un seul bois peut nous permettre de produire plus de 10 000. Enfin, 10 000 c'est abusé, on va dire entre 3 et 5 000 ordinateurs. Vous parlez de bois, vous parlez de billes. Voilà, une bille. Voilà. Vous voyez, juste avec un bois, on peut faire autant de machines. Donc, l'empreinte écologique est vraiment très, très intéressante avec cet ordinateur. Donc, je félicite les jeunes du CIMFEP. Vraiment, je tiens à le souligner. Donc, parmi ces jeunes, tous n'ont pas forcément le bac. Donc, pour ceux qui nous regardent et qui pensent qu'il faut faire des études extraordinaires, c'est faux. Donc, ces jeunes, ils savent démonter, remonter les ordinateurs. Donc, ils ont travaillé avec nos jeunes des cyberschools qui, eux, sont des ingénieurs en informatique qui ont fait toute la modélisation, conception. Et avec eux, on a monté et remonté. Donc, vraiment un big up à l'administration du centre de formation professionnelle de Dunkirk et bien évidemment aussi à Cyberschool. Et je finis en disant que, Monsieur Atiga, le numérique, c'est le pétrole de demain. Merci. Merci. C'était à l'instant toutes les étapes de montage, de fabrication de l'ordinateur Made in Gabon. Oui. Fierté? C'est une fierté. Fierté vert jaune bleu? C'est une fierté vert jaune bleu. Je pense que ces jeunes gens sont en train de prouver de quoi le génie gabonais est capable. Tout à fait, oui. Ils sont en train de prouver que nous pouvons réaliser des choses dans ce pays. Vous vous souvenez lorsque la zone économique de Coq avait été créée en 2011 par le président de la République. Les Gabonais étaient sceptiques. Tout le monde, même moi, je l'étais. Mais aujourd'hui, cette zone est en train de produire ses fruits. Voici un ordinateur fabriqué au Gabon. C'est vrai que les composants ne sont pas fabriqués au Gabon. Oui. Mais une bonne partie, je crois presque à 80%. Mais même si vous prenez Microsoft, voilà. Microsoft ne fabrique pas les composantes. Ouais. Microsoft achète les composantes gauche-droite et les rassemble. Mais voilà, c'est ce qui se fait là. Il a conclu Fidji, oui. Il a dit quelque chose lorsqu'on a créé la zone de Nkok. Pour tous ceux qui ne sont jamais allés, je vous demanderai de faire un tour. Moi, je suis bluffé à chaque fois que j'arrive là-bas. Ouais. C'est-à-dire que cette zone peut faire de ce pays un pays compétitif. Fidji. Je suis juste un peu outré par quelque chose. Si un certain nombre de choses sont fabriquées en coque, pourquoi les coûts ne baissent pas? Pourquoi? Et pourquoi on n'en parle pas? Quand on sortait de là-bas, lui et moi, on a vu de la ferraille qui sort de là-bas, fabriquée de là-bas. Vous savez, par exemple, ceux qui font les constructions, le fer à béton, c'est fait sur place. Mais ça coûte toujours aussi cher que ça l'était avant. L'aluminium, ça sort de là. Ça coûte toujours aussi cher que ça l'était avant. Il y a plein de choses. Tenez, sur la table, pendant qu'on faisait ce reportage, il y avait la fabrication des goujons. Les goujons et les vis. Ce sont des espèces de vis. Les écrous, les pneus là. Tout ça, les écrous qu'on utilise pour les pneus. Oui. Tout ça, c'est fabriqué sur place. Mais mon Dieu, pourquoi tous ces coûts ne peuvent pas baisser? Pourquoi on continue de laisser faire? Je pense que nous sommes encore au commencement de ce projet. Non, d'accord. Ça fait quand même 10 ans. Il faut que le pouvoir public essaie de voir
comment réduire les coûts de ces produits qui sortent. Il faut quand même qu'on montre qu'il y a des choses qui se font ici. Et pour montrer que des choses se font, il faut qu'on le ressente. Il faut qu'on le ressente au niveau des coûts. Parce que beaucoup de choses sont fabriquées sur place. Je pense que ça se fait avec le temps. Pardon? Je pense que ça va se faire avec... Mais vivement que cela se fasse très vite. Il faut que la presse en parle. C'est depuis 2011. que... Bon, 2011 c'était la construction, mais je pense qu'ils sont de façon opérationnelle peut-être depuis 5-6 ans. Fidji, tiens, parlons des meubles sur lesquels nous sommes assis. Si tu vois les meubles qui sont fabriqués encore de bonne qualité, mais les coûts sont exorbitants. Ce n'est pas possible. Si c'est du bois made in Gabon, sorti de la forêt gabonaise, c'est monté là, c'est fabriqué là, ça devrait baisser. Ça nous éviterait d'acheter tout ce qui vient de l'étranger. Revenons sur l'ordinateur, cher ami. Revenons sur l'ordinateur. Mais c'est pareil pour l'ordinateur. On espère que cet ordinateur... Mieux on revient sur l'ordinateur. Oui, mais c'est pareil. Je comprends ton coup de gueule. On espère que cet ordinateur... On espère aussi qu'il va coûter moins cher. Lorsqu'il sera fabriqué en quantité, comme on dit, industrielle, que le coût sera aussi raisonnable que nous le souhaitons. Et voilà. Très bien. La cage de l'ordinateur est habillée en bois. Comment ça s'appelle ce bois là? C'est toi le spécialiste. C'est très original. Voilà, c'est du bois local. Ça devait coûter moins cher. Normalement. On se dit. DD4. Oui. On souffle, on inspire, on ose. Tu m'as l'air un peu, ça va? Non, ça va. Ça va. Comprends mon coup de gueule. Je comprends. Quand j'ai vu toutes les belles choses qu'il y a encore, comprends que je réagisse de cette façon. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté d'ADL? De IGAD ADL, non, les déguerpis. Les déguerpis. Les déguerpis d'IGAD ADL ont été, comment on dit ça, délocalisés du côté de la plaine Ayémé. Pourquoi? Parce que du côté d'ADL, il y a la voie de contournement qui va être construite, donc la route pour éviter les embouteillages pour ceux qui vont en Ngondje ou qui sortent d'Angondje. Et on va aussi élargir l'aéroport. On va élargir. Je pense que l'aérogare va être, lorsque vous allez à l'aéroport, va être du côté droit. Lorsque vous partez du centre-ville, vous passerez désormais par le camp de Gaulle pour arriver à l'aérogare. Et c'est tant mieux qu'on ait même 3 voies pour aller en Ngondje. Parce qu'il va y avoir l'axe principal qui nous mène jusqu'au niveau de l'aéroport, qui sort vers, comment ça s'appelle, l'armée de l'air, le Carrefour. Oui, camp de Gaulle, j'ai dit. À l'armée de l'air, à là. Oui. Oui, l'armée de l'air. Il y a là, mais l'autre qui mène là où il y a le moulin. Bon, je propose d'abord pour... Oui. Non, attends, je vais l'aider. Oui. On a tous les trous de mémoire. Qui mène vers le moulin. Mais c'est cette route-là. Oui, on va aussi avoir... Donc, il y a le contournement des voies qui passent par la Sablière. Oui. Et on va avoir la voie qui longe, lorsque vous rentrez par le camp de Gaulle, qui longe la barrière de l'aéroport, qui va sortir vers l'IGAD. Tu parlais d'Okala. Oui. Qui va longer donc la barrière. Tu parlais d'Okala premièrement. J'en viens. Oui. Vous aurez donc la voie qui va longer la barrière de l'aéroport pour aboutir à l'IGAD qui va sortir à Mikolongo. On aura aussi la voie par la pompe. Oui. Par la pompe qui va descendre, qui sort par le cimetière Misolo et qui va sortir également par Mikolongo. Oui. Par Okala ou Mikolongo? Oui, par Mikolongo. Oui, Okala Mikolongo. Voilà, Okala Mikolongo. Oui. Donc, ça devrait désormais nous éviter les embouteillages. Mais à propos, pour revenir sur le reportage, les populations qui ont été délocalisées se plaignent d'un certain nombre de choses. Donc, le non-respect de cahier de charges qui a été signé à la base. C'est peut-être bien qu'on les regarde et puis on va revenir là-dessus. C'est ce qu'on va faire de suite. Voilà. Allez, c'est parti. Nous sommes à la plaine Ayémé. Nous sommes sur le site GZ de la plaine Ayémé. Nous sommes les déguerpis de IGAD ADL. Nous sommes des éleveurs de porcs. Cela fait 1 mois que nous sommes là. Hier, le 30, ça fait 1 mois que nous sommes là. Ben, pour l'instant, nous n'avons pas commencé d'écouler parce que aucun client ne sait que nous sommes ici. Si nous devons écouler les produits, il va falloir les sortir pour les amener en ville pour essayer de les écouler. Parce que déjà ici, la route, comme vous voyez, nous sommes en saison sèche, ça va. Mais en saison des pluies, vous avez vu à l'entrée comment elle est dégradée. Et ce que nous savons, c'est qu'en saison des pluies, ça va être un calvaire pour nous. On ne sait pas comment nous allons rentrer avec les aliments. Depuis que nous sommes arrivés, les soucis ont commencé. Selon que nous pouvons faire 2 jours, nous avons de l'eau.
Selon que nous pouvons faire 2 ou 3 jours, nous n'avons pas d'eau. Nous sommes obligés de puiser l'eau dans des puits qu'ils avaient creusés lorsqu'ils ont fait des travaux. Mais là, depuis vendredi, nous n'avons pas d'eau, c'est la sécheresse. Ils nous ont conçu des bâtiments. Lorsqu'ils sont venus, ils ont dit que ces bâtiments devaient être identiques à ceux de l'IGAD Adel. Mais il s'avère que lorsque nous sommes arrivés ici, les bâtiments ne sont pas identiques. Il y a déjà ce problème-là. Au niveau des box, par exemple, à l'Adel, nous avions 13. Ici, nous avons 9 box. Et au niveau des constructions, ceux qui ont conçu ces bâtiments n'ont pas respecté les normes parce que à l'Adel, nous avons des pentes pour facilement nettoyer les bêtes pour que les eaux usées descendent. Or, quand nous sommes arrivés ici, nous étions inondés. La grande pluie qu'il y avait eu ce jour-là, 2 ou 3 jours après notre arrivée, nous étions inondés ici parce que les fosses étaient pleines d'eau. Et étant donné que les box n'ont pas de pente, donc les eaux sont revenues, c'était vraiment de la catastrophe. Nous pouvons vous montrer des vidéos si le voisin est là. Bon, nous avons un gros souci. Lorsque nous avons négocié le départ, nous avons posé le problème du social. Parce qu'il n'y a pas que les 8 éleveurs. Nous avons le volet maraîchage. Dans le volet maraîchage, il y a au moins une 50aine de personnes qui ne peuvent pas venir ici parce qu'il n'y a pas d'endroit où dormir. Lorsqu'ils ont cassé le site maraîchage Adel, nous nous sommes rendus à GZ. Nous avons rencontré Madame Pira qui nous a laissé entendre que si tout traînait, c'était la faute de l'IGAD. Mais il s'avère que nous avons décidé de partir. Tout traînait, pourquoi? Parce que ils nous ont expliqué qu'IGAD ne venait pas chercher les kits. Bon, nous avons dit, il n'y a pas de problème, nous allons partir. Ils nous ont donné l'argent du transport. Nous sommes venus, mais il s'avère qu'on leur a dit que les kits devaient suivre pour que les maraîchers aussi viennent, pour que nous soyons nombreux. Parce qu'ici, à la plaine Ayémé, tel que les éleveurs ne pourront pas laisser les bêtes seules. Il y a plein de voleurs, il y a plein d'assassins ici. Et nous ne sommes pas des gens en sécurité pour les quelques personnes que nous sommes là. Même si nous pouvons prendre un gardien ne pourra pas garder tout ce site-là. Donc, les maraîchers ne peuvent pas venir tant qu'il n'y a pas de kit pour nous faire des chambres. Nous n'avons pas demandé des chambres très chères, nous avons demandé des bicoques. C'est-à-dire que du bois, quelques tôles, quelques planches, nous allons faire des chambres. Mais cela fait 1 mois que nous sommes là. Les kits que Madame Pira nous a dit, que les kits étaient déjà achetés et qu'il fallait livrer, jusqu'à ce jour, on ne voit pas ces kits-là. Deuxième volet, nous ne savons même pas, même si ces kits arrivaient, nous ne savons pas où nous devons faire ces chambres-là. Maintenant, nous attirons leur attention pour leur dire, s'ils ne veulent pas, s'ils n'ont pas de kit à nous donner, qu'ils nous disent clairement, si tel n'est pas le cas, nous allons nous débrouiller soit de faire des bicoques nous-mêmes et qui nous montrent le site où nous pouvons faire des bicoques. Mais nous ne pouvons pas laisser nos habitations venir ici. Et ils nous ont promis des kits et jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Les maraîchers ne viennent pas. Nous ne pouvons pas rester dans... Vous-même voyez la forêt là, il y a plus de 30 hectares. De l'autre côté, il n'y a personne. De l'autre côté, il n'y a personne. Nous sommes au milieu de la forêt. Nous ne pouvons pas rester 5 ou 6 personnes que nous sommes là en train de faire l'élevage. Ce n'est pas prudent. Moi, je ne sais pas s'ils attendent qu'on tue quelqu'un ici et à ce moment-là, ils vont réagir. Comme au Gabon, c'est souvent ça. Donc, un peu, c'est le gros souci que nous avons. Ce matin, nous répétons, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'eau. Ça fait 4 jours, les bêtes n'ont pas d'eau. Nous sommes obligés de parcourir les quelques des pentes pour pouvoir prendre l'eau dans les puits et c'est impropre aussi aux animaux. Et nous-mêmes, les personnes, nous buvons l'eau du forage. Le forage ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on doit boire? Les magasins sont loin d'ici pour la sortie. C'est plus d'1 kilomètre pour aller payer de l'eau pour apporter ici. Enfin, moi, je ne sais pas ce qu'ils veulent de nous. Ce que nous voulons, c'est nous trouver la situation des chambres et de l'eau. C'est tout ce que nous voulons pour que les maraîchers viennent s'installer. Dieudonné, retour de ton reportage. Oui, donc je disais que dans les négociations, il y a eu un cahier de charges. La première chose, c'est que les box qu'ils avaient ici, oui. Ils avaient demandé qu'ils soient identiques à ceux qui seront construits là-bas. Ce n'est pas ce qui a été fait. La deuxième chose, c'est la sécurité. Ils ont été relogés sur le site de GZ. Mais on a réussi à amener l'électricité, mais il y a un problème d'eau. Parce qu'on a installé des pompes électriques. Et ces pompes tombent en panne régulièrement. Mieux, les maraîchers
ne peuvent pas s'installer parce qu'ils n'ont pas d'endroit où habiter. Et le maraîchage ne va pas sans eau. Vous comprenez? Maintenant, pour les porcheries, ceux qui font l'élevage, il faut que les cages soient en pente. Pour que quand on nettoie, toute la merde s'évacue facilement. Mais là, lorsqu'on nettoie, les cages s'inondent. Ouais, ça stagne et les cages s'inondent. Ça, c'est l'une des choses. L'autre problème, c'est, oui, j'avais déjà dit, c'est le souci de l'eau. Depuis vendredi, par exemple, ils n'ont pas d'eau. Depuis vendredi, la semaine dernière, ils n'ont pas d'eau. Lorsque je suis passé sur le site, ils sont obligés d'aller s'alimenter dans un marigot. Et vous savez que c'est des animaux d'élevage dont la viande est prévue pour la vente. Si la viande n'est pas saine, ce sont les consommateurs qui vont tomber malades. Bien sûr. Et ces gens-là n'ont pas d'endroit où habiter. Ils ont leurs animaux là-bas, ils habitent en ville, comment faire? Très compliqué. C'est compliqué. La route aussi n'est pas bonne. Il y a des bourbiers, tel que l'a montré le reportage. Donc c'est compliqué. La solution pourrait être quoi? La solution pourrait être, première chose, on leur avait promis des kits, les kits de logement. C'est-à-dire qu'on va vous monter chacun un petit endroit pour dormir. Ce n'est pas une maison, hein? C'est un petit endroit pour dormir, même une chambre. Vous dormez là, vous surveillez vos animaux. Première chose. La seconde, c'est de mettre des pompes, on appelle ça comme un manuel. C'est du genre, on peut pomper au pied. Comme dans nos villages à l'époque. Voilà, comme dans nos villages. Ça évite qu'on utilise le courant. Tu me regardes parce que tu n'as jamais été au village. Deuxième chose, ils ont enterré les câbles électriques avec des embranchements. Et la zone est marécageuse. Donc, l'eau et le courant ne faisant pas bon ménage, ça disjoncte à chaque fois. Troisième chose, c'est la sécurité du site. Ils sont peut-être 7 ou 8 là-bas pour l'instant. Ce n'est pas sécurisé. Si les malfrats débarquent là-bas, ils peuvent maîtriser tous ces gens, importer tous les cochons et tout ça. Ce n'est pas ce que je souhaite. Donc, vous avez compris, voilà ce qu'il y a à améliorer. Donc, GZ a un peu de travail à faire. Le problème est posé, je pense que les différents partenaires avec qui ils avaient signé sauront comment pallier à ces problèmes et le régler une bonne fois pour toutes. Et en parlant, c'est des compatriotes qui ne demandent pas plus que ça. C'est vous qui nous avez délogés. Remettez-nous nos conditions. Imaginez le maraîchage. Ils sont plus d'une centaine. Comment aller planter s'il n'y a pas de l'eau? Avec quoi on arrose nos plantes? Ils ne demandent que ça. Et on a besoin d'eau. Là, on rentre en période de saison sèche. Oui, le site, c'est à peu près 30 hectares. Vous vous imaginez, c'est grand. Très bien, messieurs. Quelque chose à rajouter? Non, rien pour ma part. Rien de plus. Merci pour vos différents reportages. On y va pour le clin d'œil culturel avec Papa Kumbambula. Aujourd'hui, on parle de la place de la polygamie dans notre société moderne aujourd'hui. Ouais, sujet très intéressant. La polygamie. La polygamie. Mais non, c'est mieux qu'on Papa Kumbambula, c'est à toi. On t'écoute attentivement. Ce matin, on parle de polygamie, de la place de la polygamie dans notre société aujourd'hui, dans notre société moderne. Qu'en est-il? Dans notre société, la polygamie n'existe pas. Ce qui existe, c'est la polygynie. Je comprends bien que c'est quand un homme veut épouser plusieurs femmes. Oui. Aujourd'hui, il y a des principes qu'on ne respecte plus, comme dans notre culture. Mais excusez-moi, c'est quoi la polygynie d'abord? Il faut expliquer. Bon, polygamie, moi je suis habitué naturellement, c'est... Polygamie, c'est un homme qui a plusieurs femmes. Pourquoi ça n'existe pas? L'Académie française explique ça clairement. La femme qui épouse plusieurs hommes, elle est polyandre. Mais l'homme qui épouse plusieurs femmes, il a opté pour la polygynie. C'est académique. D'accord, mais ces deux formes de mariage, on dit polygamie. Oui, maintenant on dit polygamie parce que l'homme va épouser plusieurs femmes, en oubliant que la femme peut épouser aussi plusieurs hommes, sans renoncer au mariage initial. D'accord. Mais bon, là c'est un débat à un autre niveau. D'accord, allons-y au sujet qui nous emmène ici ce matin. Quand on va à l'essentiel, on comprendra bien que notre culture aujourd'hui a une influence socio-économique. Et il y a trop de liberté dans la vie en couple. L'homme
étant le chef de famille, la gestion doit être une gestion équitable des membres de la famille. Mais notre société d'antan faisait que les coépouses vivaient dans le même environnement, avec comme considération des sœurs. Ce n'est pas des rivales, mais des coépouses. Et l'idée de vivre ensemble amenait les femmes et l'homme à se comporter pour l'intérêt de construire une famille organisée. Les enfants qui naissent dans la polygamie étaient éduqués par toutes les femmes du foyer. Il n'y avait pas une différence entre les enfants. Le traitement était équitable. Parce qu'il n'y avait aucune influence matérielle ou financière. L'éducation comptait. C'est une influence socio-culturelle qui a amené l'homme à se comporter de manière digne, de manière responsable, sans parti pris, pour que les enfants qui grandissent en polygamie, comme je l'avais déjà dit, se considèrent tous comme des frères. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la société, on peut retrouver encore cette manière de faire, cette manière de faire Oui, il y en a, mais peu. Il y en a, mais peu, parce que, comme je l'ai dit, l'influence matérielle et financière guide les comportements. Aujourd'hui, la légalité déplace certains principes de la légitimité. Et donc, certains qui agissent selon la légalité lèsent beaucoup de principes qui rentrent dans la légitimité. Comment comprendre des enfants qui sont en droit d'agir selon la loi, qui déshéritent une maman? Parce qu'il y a des couples où il y a une femme qui n'a pas fait d'enfant. C'est celle qui a fait des enfants qui a le privilège d'agir selon la loi, en oubliant que l'autre, c'est une maman, elle est la mère de tous les enfants pourtant, mais la loi exigeant qu'il y ait une décision qui soit prise en faveur de celle qui a des enfants, on oublie l'autre qui n'a pas d'enfant. Donc, et ça, c'est inadmissible dans notre culture, non. Culture. Notre culture opte pour la légitimité, mais aujourd'hui, on y a une société qui est régie par les lois et qui lèse malheureusement certaines situations. Et là, c'est assez triste. On vit ces faits-là. On vit ces faits-là et c'est l'occasion d'interpeller nos jeunes aujourd'hui, de regarder également l'aspect de légitimité dans la vie en couple, dans les mariages, ou même la vie en société tout court. Papa Kumbamboula. C'est moi. Merci. C'est moi qui te remercie. On se retrouvera pour d'autres sujets. Ce qui est important, c'est que qu'on comprenne, pour les jeunes qui se marient, qu'on ne se marie pas pour divorcer. Un mariage a pour acte principal le sexe. Et le sexe ne doit pas se faire n'importe où, n'importe comment, et avec n'importe qui. C'est pour cela qu'avant, nos parents rentraient en contribution dans le choix des époux ou des épouses. Ce n'était pas imposé, mais ils conseillaient. Aujourd'hui, c'est j'ai aimé, c'est mon cœur, mais après quand on découvre que ce n'est pas ce que j'ai aimé que j'ai à côté de moi, malheureusement, on va plus au divorce aujourd'hui qu'avant. Mais Papa Kumbamboula, avant quand même de terminer, est-ce que vraiment la polygamie telle que vous l'avez définie, est-ce que vraiment aujourd'hui, vous pensez que ceux qui sont polygames aujourd'hui entretiennent leurs femmes, entretiennent leurs enfants de comme c'était de par le passé? Est-ce que vous pensez? Je l'avais déjà dit, ce sont des calculs aujourd'hui. On ne doit pas être marié pour les calculs. Donc ça voudrait simplement dire que la polygamie a perdu ses lettres de noblesse. Absolument, c'est ce que j'ai dit. L'influence socio-économique, malheureusement, perturbe les relations. C'est ce que j'ai dit. Le conseil qu'on donne, nous on fait un constat. La question est posée à moi. Sinon quelqu'un d'autre va répondre autrement. Mais moi qui suis acteur culturel, je constate malheureusement que le mariage n'est plus pris au sérieux. C'est des choses qui se font
par simple coup de cœur, et puis quand on se retrouve dans le coup de la raison, on se rend compte qu'on s'est trompé. D'accord, c'était clair, Papa Kumbamboula. À samedi prochain. Merci. C'était bien, c'était même très bien. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'attends toujours Mais Fidji, moi j'ai une question. la rubrique clin d'œil culturel pour déposer tranquillement Fidji, on dit souvent. Hein, ma paperasse et d'écouter c'est de monsieur. On dit souvent. Je suis à de par le monde, les femmes sont les plus nombreuses. Oui. Nous, les hommes, on est peu nombreux. Donc, il est évident. Il est évident que chacun de nous est. Pourquoi ce monsieur éclate de rire? Au minimum, ce n'est pas de la gourmandise. Hein. Non, nous sommes 7 millions de bonhommes sur la Terre. Donc, au minimum, il paraît que sur les 7 millions, il y a à peu près 5 millions de femmes. Si Atiga peut avoir 3, ce n'est pas mauvais. Non. Même si nous vivons dans le monde moderne aujourd'hui. Tu vois, Fidji? Pour revenir plus sérieusement, oui. La polygamie dans nos sociétés anciennes était quelque chose qui était réglementé. Aujourd'hui, quelqu'un me le faisait remarquer, une juriste hier me le faisait remarquer. Aujourd'hui sont polygames les gens qui se sont mariés en monogamie. Et les gens qui se sont mariés en polygamie sont monogames. Sur le terrain, c'est le constat fait. D'où tout ceci pour dire que tous qui ont décidé de choisir le régime monogamique, ce sont eux qui finissent toujours polygames. Mais ils sont polygames, mais pas officiels, officieux. Il faut l'officialiser. Mais ça frise l'hypocrisie, ça. C'est vraiment l'hypocrisie. Ça frise l'hypocrisie. Il fallait se décider depuis le départ. Dès le départ, il faut être honnête depuis le départ. Bon, encore que les régimes, ça peut se changer. Il suffit d'aller au tribunal. Il ne suffit pas d'aller au tribunal. Il faut avoir l'accord. L'aval de l'autre. L'accord ou l'aval de votre. Bon, revenons. Première épouse. Je n'avais pas terminé. Oui, terminé. Et des témoins. Le monde moderne aujourd'hui, comme je le disais, la polygamie est un peu difficile parce que les temps sont de plus en plus difficiles. Les gens ont changé, on a évolué. On ne pense plus comme nos parents hier. Bien sûr. C'est vrai que la polygamie, je ne sais pas si... De nos jours, c'est un peu compliqué. C'est cocasse, ouais. C'est un peu compliqué. Mais moi, je suis quelqu'un qui milite pour. Oui. Je milite pour la polygamie. Je vous ai évoqué un peu les raisons. Je vous ai évoqué les raisons. Je militerai pour la polygamie. Mais ça, c'était un choix personnel. Fidji, je crois que ce qui a tué la polygamie dans nos sociétés, c'est d'avoir adopté les cultures qui ne sont pas nôtres. Nous fonctionnons selon la culture française, pour le cas du Gabon. Oui. Et nous savons que les Occidentaux n'acceptent pas la polygamie. Résultat, nous sommes tous alignés là-dessus en condamnant cela. Alors que nos grands-parents ont tous, d'ailleurs beaucoup d'entre nous sont nés sous des régimes polygames. Oui, il y a des exemples, plusieurs exemples. Est-ce que c'est le bon exemple? Je regardais dans la semaine un débat au Parlement congolais où un député disait « Monsieur le Président, nous sommes prêts à mourir pour garder la polygamie. » Je suis d'accord avec vous. Mais si vous devez nous tuer, prévoyez beaucoup de balles. Parce que nous sommes nombreux. Nous sommes pour la plupart nés là-dedans. Est-ce que nous sommes tordus pour autant? Non. Est-ce que nos mères étaient tordues et nos pères tordus? Non. Je pense pas. Simplement que les choses étaient réglementées d'une certaine façon. Mais comme nous sommes tous devenus des blancs et des Français, de fraîche date, Dieu merci, nous sommes tous devenus tordus. Parce que l'enfant de la co-épouse de ma mère, c'était mon frère. Ce n'est pas mon demi-frère. Ce n'est pas mon ennemi, ce n'est pas mon demi-frère. On se chérissait de la même façon. C'est admirable de voir des familles... On se chérissait de la même façon. Aujourd'hui, le truc, c'est quoi? Oh non, c'est le fils de mon père. Mais comment un enfant peut se permettre de dire que c'est le fils de mon père? Ce n'est pas le fils de ton père, c'est ton frère. Ça, c'est choquant. Je veux dire que c'est même un peu plus saoulant qu'un enfant dise que c'est le fils de mon père ou c'est mon demi-frère. On ne parle pas comme ça. C'est mon frère. C'est mon frère, point barre. Chez nous, il n'y a même pas de cousin. Tiens, en parlant de ça aussi. Oh, c'est mon cousin. C'est un autre sujet. Non, je ne veux pas aborder là-bas. Êtes-vous pour la polygamie, là, ou pas? Monsieur, si quelqu'un se sent bien dans ça, ce n'est pas moi de le condamner. Je te pose la question.
Mais il t'a répondu. Je viens de le dire. Si quelqu'un se sent bien dans la polygamie, Toi, ce n'est pas à moi de le condamner. Toi, personnellement. Non, monsieur. S'il m'était donné... Mais je vais répondre. C'est sûr, Mais monsieur, je n'esquive pas la question. Laissez-moi répondre. Je pense simplement... Moi, je n'ai pas expérimenté la polygamie, parce que mon père n'était pas polygame. Ah, le mien non plus. Ah oui, c'est peut-être de génération. Mais mes grands-pères l'étaient. Mes grands-pères paternels, maternels l'étaient. Oui, laissez-moi finir. Je n'ai pas expérimenté la polygamie, donc je n'ai pas vu exactement comment ça fonctionne à l'intérieur. Peut-être que j'aurais été inspiré et je me serais essayé. Mais comme je n'ai connu mon père qu'avec une seule épouse, mon grand-père avec une seule épouse. Donc tu vois ce qui n'a rien à voir avec... C'est un peu difficile pour moi de m'essayer dedans. Fidji, je peux te poser une question. Oui. Te sentirais-tu bien non, dans un ménage polygame ou polygamique? Je ne répondrai pas à cette question, oui. Mais Gabin, je ne vais pas répondre à la place de Fidji, mais je crois que pour les femmes, c'est différent. Dès qu'elles ont bien meilleur traitement, elles acceptent facilement d'être deuxième épouse. Donc Fidji peut être ma deuxième épouse. Ça ne me regarde pas, c'est vos arrangements. Si je la traite bien. Si, je pense que si tu construis une maison à Fidji, elle va pas refuser. Tu lui donnes un véhicule, elle va pas refuser. Un compte bancaire bien garni, elle ne va pas refuser. Elle va pas refuser. Et je prendrai l'argent d'ici. Je crois qu'elle ne va pas refuser. Je ne répondrai pas. C'est sur ces bonnes notes que nous nous disons au revoir. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine. On a hâte. Allez, passez un excellent week-end. Bisous à vous.